Bonjour Essar Midani. Bonjour Tom. Alors Essar, nous sommes le 27 avril 2017, c'est le 17e site-rep consacré à la Syrie. Vous êtes à Paris en ce moment, hein, depuis quelques semaines, et Exactement. vous avez évidemment gardé des contacts très importants avec la Syrie pour des nouvelles, en particulier celle qui nous est arrivée aujourd'hui concernant un bombardement sur l'aéroport de Damas. On en reparlera Exactement. si vous le souhaitez. Bombardement israélien. Voilà. Hmm, tout à fait. C'est encore une fois une violation évidemment caractérisée des traités internationaux de la part Tout de à l'État fait, c'est sioniste. une agression. Une agression en bonne et due forme. D'ailleurs, l'État syrien fait état aussi d'une agression. Et puis, bon, lève la voix. L'ONU, bien sûr, ne réagit jamais quand il s'agit d'Israël, comme d'habitude, ou Oui. ils réagissent plus tard. Mais en fait, c'est là qu'il faut mettre les sanctions contre Israël. Et je tiens à dire quand même qu'il y a 2 jours, ça a été aussi des bombardements de la Turquie. C'était contre la Syrie, contre des villages syriens du nord et irakiens d'ailleurs. Et là, bon, c'est important aussi. Ça a été des bombardements qui visaient aussi des civils. Là, heureusement, enfin, je ne sais pas si on a eu le temps de savoir s'il y a des pertes de vie ou pas, mais en tout cas, ce sont des pertes matérielles importantes. C'est un bombardement qui a occasionné plusieurs explosions. Oui. C'est arrivé à 5 heures de ce matin. Donc, on n'a pas encore vraiment l'état des lieux, des dégâts de manière précise. Donc, par contre, dans les villages limitrophes des frontières turques ont été copieusement bombardés par les Turcs, Oui. par l'armée turque, disant en fait, en prétendant lutter contre le terrorisme. Et bien sûr, ce sont, comme d'habitude, toujours ce n'est pas Daesh, ce n'est pas Al-Nusra qui prend, mais ce sont malheureusement les civils qui payent les frais. Et c'est une agression en bonne et due forme, non seulement de la souveraineté de la Syrie et de son territoire, mais aussi un crime contre l'humanité, puisqu'il bombarde des civils Oui. dans ces villages. Et ils sont en train de tuer des quantités de personnes absolument qui ne leur ont jamais rien fait. Donc ça, c'est à la fois dans le nord de la Syrie, à la fois dans le sud de la Syrie. Et pendant ce temps, on voit qu'il y a un acharnement des pays occidentaux contre la Syrie aussi, Oui. qui vient, donc n'oublions pas quand même que ce bombardement israélien et turc viennent après le bombardement américain qui a eu lieu aussi sur l'aéroport de Shaira. Oui, le 7 avril, oui. Ouais. Voilà, aujourd'hui c'est contre l'aéroport international de Damas. C'est soi-disant c'est le bombardement américain qui soi-disant, d'après la presse et les déclarations politiques du camp de l'agression contre la Syrie, donc du camp des pays occidentaux atlantistes qui de fait soutiennent les terroristes, et Oui. je crois que ce n'est plus approuvé. Donc tous ces pays chantent en chœur le fait que cette agression américaine a eu lieu pour répondre à l'utilisation du chimique en Syrie à Khan Sheikhoun. Oui. Ça c'est. Oui. Ce qui s'avère de plus en plus une grande mise en scène.
puisque des rapports d'institutions sérieuses comme la MIT par Théodore Postol, Postol, je crois, oui. Postol, qui disait clairement que c'était que ce n'était pas une attaque chimique en fait, que ça ne pouvait pas l'être dans ce cas-là, il y a eu aussi, je rappelle quand même, en juin 2014, lorsque la Syrie était complètement exempte de tout produit chimique qui pourrait être apparenté à une arme chimique, et la Syrie avait... Il y a eu un rapport à ce moment-là de la commission, de la présidente de la commission de l'ONU qui veillait à la destruction totale des armes chimiques en Syrie, donc qui s'appelait Sigrid Kaag. Il y a un rapport de l'ONU à ce niveau qui montrait bien que la Syrie était complètement exempte de produits chimiques et d'armes chimiques. Oui. Dernier point qu'il est important de signaler à ce niveau-là aussi, c'est que l'État syrien a fait des dizaines de lettres, 90 lettres exactement, à l'ONU et à la commission de contrôle des armes chimiques au Moyen-Orient. Oui. Pour signaler... soulignant exactement qu'il y a un trafic qui se fait d'armes chimiques qui sont importées par les terroristes, mais qui viennent de la Libye via la Turquie et que reçoivent les terroristes de toute faction d'ailleurs, Al-Nusra, Daesh, etc., en Syrie et en Irak. Ces lettres de l'État syrien, donc officiellement adressées à l'ONU et à cette commission, donnaient des détails concernant les personnes qui importent ces armes chimiques, concernant leur lieu, les circuits de transition, et donnant tout un tas de détails. Et donc, personne n'a bougé. Et le nom même, hein, le nom des personnes. Des gens qui transportaient, des négociateurs et compagnie. Tout à fait. Et vous avez même une déclaration de votre représentant à l'ONU, au Conseil de sécurité, le docteur Al-Jafari, qui a très précisément dit qu'il s'agissait de 2 litres de sarin qui avait été transité entre la Libye et la Turquie avant de tomber entre les mains des terroristes. Tout à fait. Dernier point, dernier, mais peut-être avant-dernier, un autre point qui est très très important, c'est l'opposition turque qui fait une déclaration officielle, solennelle, aujourd'hui, en fait pas aujourd'hui, il y a 2 jours. Oui, ça c'est très important, effectivement. Voilà, disant exactement que c'est Erdogan qui est responsable du transit des produits du sarin et des armes chimiques aux terroristes. En fait, c'est Erdogan qui les fait passer aux terroristes. D'ailleurs, je tiens aussi à rappeler les épisodes précédents. À chaque fois que l'armée syrienne aussi était en avancée, d'ailleurs, en avancée importante sur le territoire et que sur le territoire syrien, et que les terroristes sont en difficulté. Je rappelle l'attaque à Khan al-Assal, qui a eu lieu en mars, et c'était les terroristes qui avaient utilisé... Mars 2013, c'est ça? Mars 2013. Mars 2013, exactement, tout à fait. Donc, à Khan al-Assal, les terroristes avaient utilisé des armes chimiques contre l'armée syrienne, qui faisait à ce moment-là, qui venait de libérer Khan al-Assal, des terroristes, et la population syrienne avait été vraiment ravie
et a fait même des grandes démonstrations de joie pour accueillir l'armée syrienne. Le lendemain, une attaque contre la population et contre l'armée a fait des dizaines de morts. À ce moment-là, l'État syrien a demandé une commission d'enquête à l'ONU. Effectivement. Cette commission d'enquête n'est jamais venue. Elle est arrivée le 23 août, le 22 août 2013. Donc, de mars à août, il n'y s'est rien passé. En août. C'est curieusement d'ailleurs, l'arrivée de cette délégation arrive curieusement quelques jours avant le fameux, comment je dirais, massacre de Al-Ghouta dans la partie est de Damas, que Obama va s'empresser de désigner comme responsable, c'est-à-dire Bachar al-Assad, et jusqu'à menacer d'une intervention militaire. Hein. Tout à fait. Alors, en fait, cette commission arrive le 22 août, et donc elle est à l'hôtel à Damas. Et donc, le 23 août, il y a une attaque à Douma, qui est une banlieue de Damas dominée par les terroristes depuis le début, depuis 2012, sous contrôle terroriste. Hein, et cette attaque a eu lieu, mais les victimes ont été aussi des membres de l'armée syrienne. Oui. Bien sûr, cette commission qui était arrivée, c'était la commission qui devait enquêter à Khan al-Assal. Oui. Je tiens à dire quand même, ils devaient aller à Khan al-Assal pour faire leur mission. Et donc, pour cacher les choses à Khan al-Assal, alors qu'il y a eu les premiers rapports qui ont été faits, etc., et des déclarations disant que de toute façon, à Khan al-Assal, effectivement, il y a eu du chimique qui a été utilisé, mais ce sont seulement les terroristes qui l'ont utilisé. Oui. Il y a eu aussi des journalistes qui ont une conscience professionnelle de la vérité, qui l'ont aussi dit. Mais bon, donc la commission a été, on lui a demandé de ne pas aller à Khan al-Assal comme il s'était prévu, mais d'enquêter sur place à Douma pour vérifier si c'était l'État syrien qui aurait utilisé le chimique contre sa propre armée. Ouais. Les choses, c'est vraiment le comble du risible. Donc voilà, la commission, elle va voir les personnes à l'hôpital. Bien sûr, c'est une zone qui est contrôlée par les terroristes. Il fallait faire des accords. C'était à eux de faire les accords pour aller prendre des prélèvements sur place à Douma. Donc voilà. Et puis, d'un autre côté, ils ont fait les prélèvements, mais ils ont dû écourter leur voyage. Ils ont été rappelés quelques jours plus tard en disant « Ok, votre mission est terminée ». Alors que les experts ont protesté à ce moment-là en disant « Ok, nous, on a pris on a pris des spécimens et puis des échantillons, etc. sur le terrain. Oui. Mais pour nous, il est important de continuer notre enquête pour savoir qui a utilisé les armes chimiques. » Et là, l'expert de l'ONU, qui était Ban Ki-moon à ce moment-là, enfin le secrétaire général de l'ONU à ce moment-là, qui leur dit non, mais on ne vous a pas demandé de déterminer qui. La seule chose qu'on vous demande, c'est est-ce qu'il y a eu du chimique qui a été utilisé. Donc on ne vous demande pas de déterminer qui a utilisé. Maintenant, vous rentrez, vous retournerez plus tard pour déterminer qui a utilisé. Donc tout ça, c'est du téléphoné. Hein. C'est-à-dire que ils arrivent, soi-disant, plusieurs longs mois après
l'incident chimique de Rana Sal. Et ils viennent à 2 jours avant le massacre de la Halguta. Voilà. Et là, on leur demande, bon bah maintenant que vous avez les prélèvements, on vous demande pas d'aller chercher plus loin, quitte à l'origine de ça. Parce que Voilà. la réponse va être donnée d'ailleurs par une étude du Massachusetts Institute of Technology, enfin un des ingénieurs de cette prestigieuse école technique, Tout à fait. et qui démontrera d'ailleurs que ça pouvait pas être l'armée syrienne qui était à l'origine de ce massacre. Absolument. Alors, de toute façon, ils ne craignent pas du ridicule, ceux qui accusent l'armée syrienne de l'avoir utilisée, puisque d'abord, les victimes sont des victimes de l'armée syrienne, que deux, c'est arrivé à un moment où effectivement l'armée syrienne était complètement pas victorieuse et qui avançait parfement aussi dans les banlieues de Damas. C'est systématique d'ailleurs. Notamment dans les coins autour de la Routa, et ils ont commencé à couper la communication en fait entre les différentes partis et factions qui étaient installées à la Routa. Et puis voilà que Obama agite l'arme du bombardement suite au fait que on accuse d'ailleurs sans aucune preuve, hein, et on continue à accuser l'État syrien d'avoir utilisé le chimique contre son peuple. Mais oui, parce que ces accusations... mais oui, c'est ça. Et ça, effectivement, déjà à l'époque, c'était un premier round, hein, je dirais, en termes d'accusations mensongères. Exactement. On a vu ce que ça a donné ensuite avec un peu d'études techniques à ce sujet-là. Et puis... Alors justement, vous avez bien fait de signaler cette étude du MIT qui est sortie d'ailleurs, en fait, qui a été faite par des experts de la question. Il y a eu des articles de Seymour Hersh aussi qui disaient que de toute façon c'était Erdogan qui était complètement responsable de cette attaque chimique, et c'est lui qui fournissait le sarin, etc. Il y a une journaliste canadienne qui a aussi exactement dit qu'il n'y avait pas d'attaque chimique, en fait que c'était pas l'État syrien, mais que c'était les terroristes, hein. l'État turc et les terroristes, mais avec des produits qui sont donnés par l'État turc. La police turque avait arrêté des terroristes en plein Turquie, en fait, du côté d'Istanbul, avec aussi des charges de sarin, de gaz sarin, qui avaient dit à l'époque et qui les ont conduits, mais en fait ils ont été libérés, ils ont été arrêtés par la police turque et qu'ils ont été libérés par la suite. Donc tout ceci milite dans le sens du coup monté. Oui, c'est clair. Ouais. Voilà. Les rancheroun, c'est clairement ça, oui. On reprend l'ensemble du paysage aujourd'hui. L'ensemble du paysage aujourd'hui est exactement pareil, dans un cadre d'une avancée importante de l'armée syrienne, une grosse difficulté des terroristes de Daesh et Al-Nusra. D'ailleurs, les autres qui se cachent sous bien d'autres noms ne sont rien d'autre que des petits de Daesh et Al-Nusra, en fait. Hein. Ils sont en difficulté partout, parce que l'armée syrienne avance bien après la libération d'Alep, qui était, nous l'avons bien vu aussi, la libération d'Alep Est, quand ils ont aussi cherché à faire, enfin quand je dis ça veut dire les pays occidentaux qui soutiennent le terrorisme, qui sont rien d'autre que la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, etc. Donc tous les pays de l'Union européenne, plus tous les pays de l'OTAN, disons, de toute façon, de manière très ouverte, très claire,
ce sont les pays de l'OTAN qui soutiennent donc ces hordes terroristes. Et à chaque fois que ces terroristes sont en difficulté, soit on crie au massacre, soit on crie au massacre chimique, soit on crie à la question humanitaire. Donc ce sont les deux mamelles qu'on utilise sans arrêt pour stopper l'avancée de l'armée syrienne, pour attirer d'autres sanctions soi-disant sanctions, mais d'autres blocus contre la Syrie, et aussi pour remonter le moral. Et pendant ce temps, donc on crée aussi un état de fait qui stoppe les choses pour qu'on fasse des analyses, pour qu'on fasse des investigations pour ceci, pour cela. Et on stoppe les choses. Et pendant ce temps, on envoie des armes et des munitions et des hommes à travers la Turquie pour renflouer les terroristes. D'accord. Ça, c'est donc un problème. Ça a été vu de manière tout à fait systématique pendant la guerre contre la Syrie. Le premier, ça a été le massacre de Houla, qui était mis sur le dos de l'État syrien, alors que ça a été un massacre qui a été mené par les terroristes. D'ailleurs, cette ville, Al-Houla, qui est une ville stratégique, un village stratégique, est toujours occupée par les terroristes et aujourd'hui est la source de départ, je peux dire, et l'origine de départ d'un tas de missiles contre les habitants de Hama, et qui sont contre les habitants de Hama, contre les paysans, pour les empêcher à la fois de cultiver leurs terres et pour les empêcher, les accusant d'être des pro-régimes. Oui. Alors, et ça... Donc, voilà, je termine avec ça, mais j'ai encore quelques faits à rappeler. C'est que lors de la soi-disant, enfin de la lutte pour la libération d'Alep, de l'armée syrienne, etc., on a agité d'abord l'histoire humanitaire, on a demandé à la réunion d'un conseil de sécurité, après à la réunion de l'ONU, après à la réunion de l'ONU, c'était Assad qui massacre tous les habitants d'Alep-Est et des centaines de milliers, etc. Et après, ça a été, ils ont agité le chimique aussi. Rappelez-vous, oui. À Alep, ils ont agité le chimique aussi. C'est Assad qui a utilisé le chimique contre la population. Bon, et après, ils ont parlé de la question humanitaire, mais à partir du moment où Alep-Est a été libéré, il n'y avait plus il n'y avait plus aucune aide humanitaire, comme si les gens n'avaient plus besoin de quoi que ce soit. Mais je tiens à dire quand même qu'à ce moment-là, les tonnes de munitions, d'armes et de médicaments et de vivres, etc., qui ont été découverts dans les tunnels d'Alep-Est, ont été absolument quelque chose d'absolument fou, fabuleux, en quantité. Donc ça permettait de faire la guerre pendant 10 ans encore. Et toute cette agitation, c'était pour les responsables de l'OTAN qui menaient les opérations et qui dirigeaient les opérations pour qu'ils puissent fuir et s'en aller sans qu'on les regarde. Je tiens aussi à rappeler l'histoire de la caravane humanitaire qui a été bombardée, soi-disant, par l'armée syrienne. Oui. Là aussi, c'est arrivé en terrain et en territoire qui était complètement dominés par les terroristes, et ce sont eux qui ont brûlé ça pour agiter aussi ce drapeau contre l'État syrien. Donc là, Khan Sheikhoun, c'est exactement le même scénario, la même mise en scène. On provoque quelque chose, et qui c'est qui donne l'information? Ce sont les fameux casques blancs qui ne sont rien d'autre que des terroristes déguisés en sauveteurs. Ouais. D'ailleurs, les images qui ont filtré, on voyait qu'ils n'avaient ni gants, ni masque, ni rien. Oui, ça c'est un truc très, très, très choquant pour un expert en armes chimiques
qu'un sauveteur vienne sur un lieu qui a été contaminé par le sarin avec les mains à l'air libre, hein, parce que... Voilà, d'une part, et puis d'autre part, on a vu aussi les images qui ont filtré après, les mecs qui étaient dans leur linceul, qui se levaient, qui rigolaient, etc. Donc c'était une mise en scène et un montage, je peux dire complètement hideux, qui a été monté contre l'État syrien, et donc c'est ça qui est utilisé pour accuser l'État syrien. N'empêche que l'État syrien, avec la Russie, avec tous les pays qui se battent contre le terrorisme aux côtés de la Syrie, donc avec l'Iran, et donc nous avons demandé la présence, qu'on dépêche une commission d'enquête réellement sur place à Khan Cheikhoun, qui aille, une commission d'enquête neutre et honnête, qui aille vraiment enquêter sur la question, et tout le monde accepterait ou verrait le rapport. Cette commission d'enquête n'a toujours pas été acceptée. Par qui? Par les otanistes. Par les pays occidentaux, oui. D'ailleurs, c'est une protestation de Moscou qui dit c'est inadmissible, vous continuez d'accuser le gouvernement syrien est à l'origine de cette attaque au gaz. Et quand on vous demande de faire une enquête objective, je dirais non confidentielle, et non partielle, voilà, vous faites entrave, et donc il y a quand même quelque chose qui va pas. Et si vous me permettez, je vais faire une parenthèse parce que ces 2 derniers jours, on a eu des annonces qui laissent planer une menace extrêmement grave d'un remake, hein, de ce massacre, hein, avec les conséquences graves. C'est l'avertissement de Moscou qui annonce que d'autres provocations à l'arme chimique, ou en tout cas d'autres provocations terroristes, sont en préparation. Ça avait été signalé par le président Poutine lui-même, hein, qui disait qu'il y en a même une provocation qui était préparée au sud de Damas. C'était probablement pour dire que cette provocation aurait pour objectif de fournir un justificatif éventuellement aux troupes américano-jordano-saoudo-américaines qui se préparent en Jordanie pour attaquer la Syrie depuis le sud. Hein. Et donc on a depuis quelques heures une affirmation, c'est plus qu'une affirmation d'ailleurs, puisque ça avait déjà été le cas de la part du ministre des Affaires étrangères français Jean-Marc Ayrault, mais plus gravement encore, une confirmation d'accusation de la diplomatie française à l'encontre de Bachar el-Assad sur ce massacre à l'arme chimique de Khan Cheikhoun. Ça veut dire que, alors, Jean-Marc Ayrault prétend qu'il affirme avoir des preuves sur l'analyse spectrographique du sarin. Alors on ne sait pas comment il a pu obtenir les échantillons en question, hein, dans un secteur où les terroristes ont la main mise. On ne voit pas très bien comment ils ont réussi à obtenir ces échantillons. Et puis surtout, on a une affirmation brutale, frontale, sans l'apport de preuves, je dirais, utilisables et diffusables dans le public. Et donc ça signifie qu'avec ces 2 éléments, c'est-à-dire l'avertissement russe d'une provocation en préparation, enfin d'au moins une provocation en préparation, et de la poursuite des accusations françaises contre Bachar el-Assad, quelque chose est en train de se tramer, qui est d'une très grande gravité, et qui pourrait avoir pour objectif de justifier une opération militaire otanesque contre la Syrie d'une manière beaucoup plus grande qu'à la simple échelle de la piste de Al-Shayrat, qui avait été touchée suite donc à la décision de Trump de frapper cette base militaire avec la quasi-soixantaine de missiles Tomahawk. Tout à fait. Tout à fait. Et puis en fait, ça montre en fait que ça vient aussi à un moment où l'armée syrienne avance réellement contre le terrorisme,
Et aussi bien donc dans les villages à l'est d'Alep qu'à l'ouest d'Alep. Aujourd'hui, l'armée syrienne a avancé vers Jisr al-Shour aussi. Ils ont repris en main un village qui est très important du côté de Hama, qui s'appelle Helfaya, qui était aussi qui abritait un quartier général aussi important d'Al-Nusra. Que l'avancée hier, en fait, donc les 2-3 derniers jours, dans la banlieue de Damas, en fait, le fait que l'armée syrienne ait coupé la connexion entre Al-Qaboun et Douma et Berzé, ça allait dans le sens aussi d'une défaite de ces terroristes dans la banlieue de Damas, en fait aussi. Et là-dessus, je tiens à rappeler que depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui, il y a un acharnement au niveau de la banlieue de Damas, dans Nosra, contre la ville de Damas. Donc, ils sont allés jusqu'à la rue Faris al-Khouri du quartier Al-Abbasiyin. Il y a eu une destruction pratiquement de la région, enfin de l'aire de la gare routière de Abbasiyin, etc. Donc, et l'armée syrienne repousse tous les jours avec beaucoup de dégâts pour des dégâts occasionnant beaucoup de dégâts pour les terroristes, ce qui fait qu'ils sont peut-être un peu très ébranlés psychologiquement et en déprime. Donc vient pendant ce temps, c'est pas un hasard, on voit le bombardement américain qui leur remonte le moral, l'histoire de l'accusation du chimique contre la Syrie qui leur donne du tonus et qui leur donne le feu vert pour attaquer à nouveau dans pas mal de lieux de la Syrie donc, et de l'Irak d'ailleurs, parce que effectivement ils se sont mis à attaquer. Et puis je tiens à dire quand même qu'ils ont reçu des armes et des renforts, puisque la Grande-Bretagne aussi a apporté ses renforts à la Jordanie, au sein de la Jordanie qui est au sud de la Syrie et qui est aussi largement impliquée dans l'agression de la Syrie, puisqu'elle abrite la MOC. Et puis, elle abrite aussi, qui est une table d'opération en fait qui dirige les terroristes en Syrie, mais qui abrite aussi des camps d'entraînement et de recrutement de terroristes en Jordanie, et qui filtre systématiquement à travers les frontières jordaniennes, qui sont aussi très importantes et assez étalées. Entre de la Syrie. Donc voilà, ça c'est les attaques acharnées contre Deraa, aussi depuis le 15 mars, qui font pas seulement des victimes, mais qui font que des attaques les unes après les autres de manière acharnée, ça fait exactement plus d'un mois et demi que ça continue. C'est en continu, c'est tous les jours ils sont repoussés, c'est tous les jours ils ont des armes encore plus importantes et encore plus performantes et encore plus de monde, etc. Donc voilà la réalité de la situation, et on voit que tous les pays, les États-Unis, tous les pays qui de fait soutiennent le terrorisme, là, ils élèvent la voix et essayent d'imposer de nouvelles sanctions contre la Syrie. D'ailleurs, Essar, justement, vous avez évoqué tout ça. Les attaques acharnées et continuelles qui se produisent, elles viennent d'une part donc du sud de Damas, hein, on est d'accord,
et elles viennent se fracasser sur Daraa, qui est une ville frontalière avec la Jordanie. Tout à fait, avec la Jordanie d'un côté, qui est très proche aussi de Koneitra et des frontières aussi avec le Golan occupé. Oui. Là-dessus, je tiens à dire aussi, il y a eu un bombardement israélien il y a quelques jours aussi sur Koneitra. Oui. Hein, là aussi, on voit très clairement toutes ces agressions qui viennent juste au moment où la Syrie, où l'armée syrienne est en train de vaincre de manière spectaculaire, je peux dire, les terroristes. Alors tous ces pays qui se disent contre le terrorisme, hein, je veux dire, c'est du mensonge ouvert. Aujourd'hui, malheureusement, le mensonge systématique est devenu règle dans la politique internationale et dans la politique même des pays grands comme la France et comme les États-Unis, l'Angleterre, etc. D'ailleurs, on se rappelle aussi quand même de Colin Powell dans la... Oui, avec la petite fiole, oui. Il tient avec sa petite fiole de sarin qui... enfin, pas de sarin, qui disait des armes chimiques, plusieurs grammes de ça peuvent tuer des milliers de personnes. Et c'est ça qui a été le prétexte d'une violation de la souveraineté de l'Irak, et de la destruction de l'État irakien, et d'une guerre qui est menée depuis ce moment-là contre l'Irak, alors que sous des prétextes fallacieux quand même. Le vrai prétexte est un prétexte économique, et on veut piller le pétrole et le gaz irakien, et sans compter, donc voilà. Et aujourd'hui, pour la Syrie, le prétexte est exactement le même. On veut reproduire, fort heureusement, la situation internationale n'est plus la même, puisqu'il y a des pays qui s'opposent justement à ce monopole qui existait à l'époque sous domination des États-Unis. Donc voilà. Alors, et ça, justement... C'est important de voir tout ça. Oui, oui, bien sûr. Parce que ça donne un éclairage global sur la situation et pourquoi, à ce moment-là, on fait ci. Donc, il y a des raisons. Voilà. Alors, oui, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos des attaques principales que subissent le sud de Damas en particulier, et la ville frontalière ou quasi-frontalière de Deraa, dans le sud, frontalière avec la Jordanie, on a une personnalité syrienne, et l'information reste à confirmer, qui affirme que Israël accumule des armes et des troupes sur le Golan en vue d'une très probable intervention militaire en Syrie, aux côtés probablement de ce contingent terroristo-américain à partir de la Jordanie contre Deraa d'une part et Damas ensuite. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là? Moi, je pense, de toute façon, il est clair que la connivence et le travail en commun entre Israël et les terroristes est tout à fait prouvé et clair. Oui. Clair, hier, il y avait soi-disant Daesh a fait quelques tirs de mortier sur les territoires occupés qui ont donné prétexte à Israël de bombarder Koneitra. Donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on voit que, et ça c'est dit dans les médias israéliens. On n'a même plus besoin de dire voilà, on sait que. Mais de toute façon, dans les médias israéliens, ils affirment que des milliers de terroristes sont soignés dans les hôpitaux, ils sont équipés, reboostés, etc. et envoyés au Golan occupé pour se battre contre la résistance libanaise et syrienne.
Ça, d'une part. Je tiens quand même à affirmer qu'il y a une très forte résistance du peuple syrien au Golan, que je salue en passant, et je salue la forte résistance du peuple palestinien aujourd'hui, qui est aussi qui a été lancée avec cette grève de la faim de tous les prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes qui ne respectent absolument rien, mais en même temps aussi combiné avec un mouvement populaire de soutien et pour la libération, que je les salue de tout mon cœur, et je leur dis aussi que notre lutte est la même, et je tiens à dire aussi qu'il y a eu plusieurs, et voire partout en Syrie, malgré la guerre et malgré l'agression terroriste, il y a eu de très grandes démonstrations de solidarité avec le peuple palestinien et avec cette lutte des Palestiniens et des prisonniers palestiniens en Syrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et toutes les forces politiques qui voudraient mettre les uns contre les autres, eh ben là, ils sont en faillite, réellement. Voilà. Tous ceux qui veulent diviser, ils sont en faillite, et ils le seront, et je crois que les peuples remporteront ces victoires. D'ailleurs, c'est une parenthèse que je voulais faire depuis un petit moment par rapport à vos propos. Concernant la Turquie, vous avez évoqué effectivement le fait que l'armée turque ait bombardé les Kurdes, en fait, les forces kurdes démocratiques syriennes, qui sont pourtant alliées des USA. Oui, aussi. Et ils ont surtout tué des civils, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais, à ma connaissance, entendu parler d'un bombardement de Daesh ou d'Al-Nosra par l'aviation turque. Ce qui est quand même qui indique qu'il n'y ait quand même pas une preuve de collusion entre la Turquie et Daesh d'une part, et la Turquie et le front Al-Nosra d'autre part. Mais rien que ces faits-là suffisent pour se dire que la Turquie n'a absolument pas l'intention de s'attaquer ni à Daesh ni au front Al-Nosra. Ce qu'elle ne se prive pas de faire, par contre, à l'encontre des Kurdes, civils, ou des troupes, ou des miliciens kurdes, qui soient ou non alliés des Américains d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ben ça, de toute façon, c'est assez clair que la Turquie ne se bat pas du tout contre le terrorisme, mais elle se bat contre la Syrie, et contre, d'ailleurs, en agressant et en violant la charte de l'ONU, et en faisant fi de toute règle, je dirais même de guerre, puisqu'elle est en train de bombarder aussi des civils. Ça, c'est systématique. Et ce civil-là, ils sont pas seulement kurdes, ils sont syriens d'abord. Ça, c'est un premier point. Et ils sont de toutes les ethnies qui sont en Syrie, c'est-à-dire il y a des Assyriens, il y a des Arméniens, des Turcs, des Turkmènes, des Kurdes, etc. Donc ça fait partie du tissu social syrien, et ce sont tous des citoyens syriens. Indépendamment de leur opinion politique, je peux dire, ce sont des Syriens. Maintenant, qu'il y ait des gens qui sont utilisés et dévoyés par les Américains, etc., ça, c'est une affaire syro-syrienne, je dirais. La Turquie n'a pas du tout à intervenir là-dedans. Et la Turquie, quand elle agresse les Syriens, elle est en train d'agresser l'État syrien et le peuple syrien. Donc ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Donc c'est une agression, et c'est une agression contre la Syrie, et c'est une violation de la souveraineté syrienne et une violation de la charte de l'ONU. Deuxième point, c'est une violation aussi de toutes les règles de la guerre, puisqu'ils sont en train de bombarder des civils.
et des écoles, des villages, des lieux de culte, des monuments historiques, etc. Mais aussi, donc d'ailleurs, les Américains font exactement de la même manière, puisqu'ils ont détruit aussi, ils ont frappé aussi sur des lieux, sur des civils, sur des villages civils, et l'infrastructure de l'État syrien, donc des ponts, des stations de raffinement, d'affinage de pétrole, des lieux d'extraction du pétrole, etc. Donc, en fait, c'est une agression en pure et due forme qui est menée de manière très systématique contre la Syrie, et sous prétexte que c'est contre le terrorisme, mais aussi avec l'argent de l'Arabie Saoudite, du Qatar, et voire même des combattants saoudiens, des terroristes saoudiens, afghans, qui viennent de tous les pays du monde. Il y a quand même 130 pays qui ont envoyé, il y a des terroristes de 130 pays qui ont été recrutés et dépêchés en Syrie pour cette sale besogne, je dirais. Donc voilà. Et là-dessus, je pense qu'il est intéressant de faire remarquer. Alors, bon, il y a plusieurs faits, mais c'est le dernier massacre qui a été perpétré contre les personnes de Foua et Kafaria. Oui. Là-dessus, c'est, je dirais, l'avancée, comment dire, la victoire de l'armée syrienne ou la victoire de la Syrie contre le terrorisme n'est pas seulement une victoire militaire. C'est aussi une victoire sociale et une victoire réelle qui se concrétise dans les régularisations, réconciliations qui se font de manière massive et importante et qui font tache d'huile aujourd'hui dans pas mal de villages, de villages et de villes et de districts syriens. D'abord, il y a eu je veux dire, un des plus importants, je peux dire, ça a été fait récemment, puisque les villes de Zabadani, Bloudan, Bourqain, Madaya et Sargaya, aux alentours de Damas, et qui étaient vraiment des fiefs terroristes, je peux dire, ont été libérés de tout terrorisme, puisque ceux qui ne voulaient sortir ont été accompagnés à Idlib,